écoutez, à tous ceux qui sont en ligne, je pense souvent aux plus jeunes là, qui rentrent au programme, les petits intégrations UDO. C'est important de comprendre le long cheminement quand on vous dit qu'il faut travailler fort, avoir de l'éthique, faire plus que les autres, être patient. Ben, Frédéric Allaire, là, c'est exactement synonyme de tout ça. Fred, c'est un exemple chez nous, tant à l'école, tant dans la société, tant dans le sport. Donc, c'est très important d'écouter ce que Fred va avoir à dire. Puis moi, Fred, je suis vraiment, vraiment heureux de te revoir, puis de te voir continuer de même, recrue de l'année à Hamilton College, c'est pas rien. Puis je suis convaincu que, on va dire comme Jérémy Forget, d'après moi, le C sur le chandail va être là un jour, c'est sûr, pour toi. Fait que je ne serais pas surpris. Bravo, félicitations, très fier de toi, mon homme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, bienvenue à une conférence. Ben, merci de me recevoir. Let's go, Dennis. Écoute, Fred, je suis tellement d'accord avec ce que François vient de dire. Tu es l'exemple parfait du gars que personne n'a vu venir puis qu'il a atteint le niveau, il a atteint son objectif. Et en tout cas, on en a reparlé tantôt, un peu plus tard dans l'entrevue, là, mais j'ai eu la chance de te coacher. Puis moi, j'ai un souvenir qui est frais à ma mémoire quand je pense à Fred Allaire. François, il était d'ailleurs présent dans le bureau. C'est lorsqu'on t'a annoncé que tu faisais partie du M19 à l'époque, mais qu'il a eu 18 aujourd'hui. Écoute, j'ai rarement eu des émotions en tant qu'entraîneur-chef à ce niveau-là, d'annoncer un joueur qui faisait partie de cette équipe-là, mais cette fois-là, là, c'est frais à ma mémoire. Puis on sait que ça fait plusieurs années de ça, mais je me souviens d'avoir ressenti cette émotion-là de par ton émotion que tu avais eue en te confirmant une place dans le U18. Ça fait que, sincèrement, pour moi, là, c'est le plus beau souvenir qui me revient en tête quand je pense à Fred Allaire. Mais comme j'ai dit, on va élaborer tantôt. Fait que, à mon tour de te remercier d'être parmi nous puis d'avoir accepté notre invitation et de partager justement ce que tu as vécu à travers le hockey pour le bien de nos futurs Ulysse soit qui débutent dans notre programme ou qui sont déjà là pour les années à venir. Ça va les éclairer au niveau des choix, de la direction qu'ils doivent faire. Puis surtout, l'attitude. Que pour nous autres, tu es l'exemple parfait pour ça. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui peut retenir 50% de ce que tu vas nous parler ce soir, ça va être mission accomplie en ce qui nous concerne. Ouais. Merci beaucoup. Tu as un accueil chaleureux. Roberto, je te passe la parole. Écoute, Frédéric, comme François et Denis ont dit, c'est quelque chose de te rendre au prochain niveau dans n'importe quoi dans la vie. Arriver dans l'NCAA, dans une école NESCAC, c'est encore un gros défi, puis un énorme succès. D'arriver là et être recrue de l'année, c'est quelque chose dont là-dessus, je te félicite. On commence tout le temps. Oh, by the way, ça, c'est Denis et moi, on prépare notre post-carrière Ulysse. Fait qu'on faut qu'on fasse ça comme il faut pour être capable de ouvrir la vidéo à TVA Sport et RDS. Oui, oui. OK? Frank parle toujours de l'importance de la famille et les études dans le cheminement de tous nos invités à date. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui. En fait, c'est sûr que moi, je peux vous dire que je ne serais pas où je suis en ce moment sans ma famille, sans le support de mes parents. Ils m'ont toujours supporté dans mes choix, m'ont conseillé, me diriger dans mes choix que j'ai faits. Évidemment, maintenant, à l'université puis le junior, ça ne coûtait pas rien. Donc, il y avait un certain support économique qu'il fallait qu'ils me donnent quand j'étais au niveau junior puis maintenant à l'université. Puis, je leur dois vraiment en grande partie la personne que je suis puis où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On a la chance de connaître ta famille au fil des ans que tu as passé à Ulysse, Fred. Puis effectivement, je pense que tu es assez choyé à ce niveau-là, bien entouré. Puis juste pour revenir un petit peu à Ulysse, j'aimerais que tu nous parles là, en quelle année, au niveau scolaire, tu es rentré à Ulysse, ton cheminement à l'intérieur de notre programme Ulysse, comment ça s'est passé, comment toi tu as vécu ça, cette expérience-là? Ben oui. Moi, en fait, je suis rentré à Ulysse en secondaire 1, donc au M13. À ce moment-là, il y avait comme un peu la guerre entre le hockey civil et le hockey scolaire. Puis, en secondaire 1, j'avais l'opportunité de faire les deux, de jouer hockey civil, donc jouer pour les Pionniers de la Naudière, puis jouer M13 à Ulysse. Puis après ça, Hockey Québec ont installé la nouvelle règle qu'on devait choisir. On pouvait plus faire les deux. Moi, j'ai décidé de continuer avec Ulysse. Je croyais que c'était
le meilleur mix académique et athlétique pour moi, puis que ça convenait à mes besoins. Donc, j'ai fait tout mon secondaire 1 à 5 à Ulysse, à l'Odyssée, puis mon hockey de M13 à M19 à Ulysse pendant ces 5 ans. Puis, tu sais, les joueurs qui viennent chez nous aujourd'hui, je te dirais, au cours des dernières années, on est beaucoup plus pro NCAA. Tu sais, on a compris l'importance du cheminement à travers les études, puis d'acheter le nombre d'années aussi pour le développement d'un joueur de hockey. En passant par un réseau scolaire où est-ce que, contrairement aux juniors majeurs, que à 19 ans, 20 ans, c'est terminé, les livres se ferment ou les lumières se ferment. Ça fait que à ce niveau-là, toi, as-tu déjà eu des aspirations face à la Ligue de hockey junior majeur du Québec? C'est-tu quelque chose que tu voulais atteindre ou ton choix était fait, c'était NCAA, c'était le cheminement scolaire que tu voulais? Ah, absolument pas. Personnellement, quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de jouer dans la GMQ, là. Je voyais les gars, ils sont plus vieux, ils portent des visières, ils sont tellement bons. Je voulais jouer là, évidemment. Mais malheureusement, je n'étais pas à ce niveau-là à l'âge où ils repêchent à 15-16 ans. Je n'étais vraiment pas assez mature physiquement, même mentalement. Je me rends compte plus tard que je n'étais pas à ce niveau-là encore. Puis, en fait, ça m'a permis de découvrir d'autres voies. Puis pour moi, ça a été le prep school. Puis ça m'a permis de me développer plus, d'aller jouer junior A plus tard dans ma carrière, puis maintenant de me rendre à l'université. Donc, ton passage de Ulysse, Fred, à où tu es rendu aujourd'hui à Hamilton College, ça s'est déroulé de quelle façon? Donc, tu es parti de Ulysse et ensuite, tu as fait quoi comme cheminement? Donc, j'ai terminé mon parcours à Ulysse après mon secondaire 5. J'avais 16 ans. Ensuite, je suis allé jouer prep school à Wyoming Seminary en Pennsylvanie. J'ai fait mes 2 ans là-bas. C'était extraordinaire. J'ai adoré. J'ai rencontré des gens extraordinaires que je parle encore aujourd'hui, presque à tous les jours. Des vraiment bons amis. Puis, après mes 2 ans là-bas, ça s'est quand même bien déroulé pour moi au plan académique et athlétique. Ça m'a permis de me décrocher un contrat junior. Puis, où est-ce que j'ai joué au Brockville Braves, c'est dans la CCHL en Ontario. Puis, première année un peu en dents de scie au niveau offensif. Deuxième année un peu meilleure sur le plan personnel. Puis, avec tout ça, ça m'a permis d'avoir un commitment au college d'abord. Écoute, Fred, je vais avoir 2 questions à l'intérieur d'une question. Il va y avoir comme 2 volets que j'aimerais que tu t'élabores un petit peu plus là-dessus. La première question que j'ai, c'est tes années à Wyoming Seminary. Est-ce que tu as eu des ouvertures face à des équipes NCAA parce que tu étais quand même sur le territoire américain? Est-ce que ça t'a ouvert des portes ou tu as réalisé qu'il fallait que tu reviennes absolument dans la CCHL pour te faire vraiment là, approcher par des NCAA? Puis ma deuxième question, c'est à l'intérieur de la CCHL, est-ce que tu as eu plus d'offres que Hamilton? As-tu parlé avec quelques écoles ou Hamilton, ça a vraiment été la seule option que tu avais? J'aimerais que tu élabores un petit peu là-dessus. Oui. En fait, ouais, au prep school, j'ai eu un peu d'intérêt par quelques universités américaines, mais honnêtement, je crois que j'étais vraiment mal informé sur le sujet de NESCAC, c'est quoi les divisions 1, division 3, qu'est-ce que tu peux avoir comme aide financière, comme scholarships. Puis, c'est pas de revenir au Canada qu'il me fallait, c'était vraiment plus d'années de hockey, de me développer pour pouvoir avoir plus d'options universitaires, évidemment. Pour ce qui est des offres que j'ai eues, oui, j'ai été approché par plusieurs écoles. Nombreuses écoles de Division 3. J'ai eu quelques écoles de Division 1 qui ont démontré de l'intérêt. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné finalement au niveau de Division 1. Mais Hamilton, ce n'était pas le seul choix pour moi, mais personnellement, c'était le choix clair dans ma décision. Il n'y avait pas d'hésitation. Juste une parenthèse rapide, Fred, je veux juste que tu reviennes là-dessus. Si tu avais un conseil à donner, exemple, à des joueurs qui rêvent de jouer dans un prep school américain, est-ce que tu as le sentiment que ces jeunes-là peuvent aboutir vers la NCAA éventuellement ou sont peut-être mieux de rester ici au Canada pour éventuellement d'aller dans un junior, que ce soit du côté américain ou la CCHL, peu importe. Et à partir de là, c'est là que vraiment que les portes s'ouvrent pour la NCAA. Ça serait quoi ton jugement là-dessus?
Ça dépend vraiment du joueur, de son développement, où est-ce qu'il est rendu, je crois. Mais moi, personnellement, si j'avais une chose à changer, c'est je ne regrette pas d'être allé au prep school du tout. Je crois qu'une chose que je changerais, c'est que je n'irais pas au même prep school au niveau hockey. C'était une très bonne école au niveau académique. Toutes les universités étaient là. Ah, Wyoming Seminary, super, des bonnes notes, ça va bien. Au niveau hockey, c'était un peu plus retiré. En Pennsylvanie, c'est pas un gros état de hockey. Donc, on est loin des grosses universités du Massachusetts, où est-ce qu'il y a Boston College, Boston University, Northeastern, toutes les grosses universités que le monde veut vraiment aller. Puis, une autre chose que j'aurais aimé, c'est jouer 3 ans junior. Parce que junior, ça m'a vraiment amené mon niveau de jeu à un autre niveau, je crois. Puis aussi, on peut voir un peu dans ma production offensive au junior, ma première année, c'était vraiment moyen, plutôt médiocre. Puis ma deuxième année, j'ai vraiment explosé. Puis personnellement, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais eu une dernière année junior. Est-ce que j'aurais eu plus d'offres Division 1? Est-ce que ça aurait changé mon parcours? C'est ça que je changerais. Tu as joué 19-20 ans à la CCHL, right? Exactement. J'ai gradué secondaire 5 ici à 16 ans. J'ai fait mes 2 ans prep 17-18 ans. Ensuite, j'ai joué 19-20 ans junior. Donc, ça m'a seulement donné, ça m'a donné juste 2 ans pour jouer junior. Puis, je crois qu'il y a plus d'universités qui regardent les joueurs juniors que les prep schools. Good. Écoute, je veux qu'on fasse, je veux mettre quelque chose au clair avec les gens qui ne connaissent pas, comme tu as dit, NESCAC et les autres écoles, les autres divisions dans Division 3. Le NESCAC, c'est considéré comme le Ivy League du Division 3. Donc, c'est les meilleurs, les élèves athlètes avec le meilleur rendement académique qui rentrent aux écoles NESCAC. Au NESCAC, il n'y a pas de bourse athlétique qui est offerte aux joueurs. Correct? Oui, ça, c'est à travers la Division 3, ça, en fait. C'est ça. Donc, tu arrives vraiment sur le mérite de ta performance académique, spécialement dans l'ESCAC, right? En fait, ça dépend des écoles. À mon école, dans la plupart des Divisions 3, ils offrent des scholarships pour les performances académiques. Les NESCAC n'offrent pas de scholarship pour les performances académiques. Cependant, la plupart d'entre elles offrent de l'aide financière. Ils vont donner un support financier basé sur le revenu des parents. Donc, il faut que tu envoies les états financiers de tes parents, combien ils rapportent par année, puis eux, ils vont mettre ça dans leur programme quelconque, puis calculer qu'est-ce que ce serait un montant logique que ta famille pourrait payer. Évidemment, eux essaient de retirer le plus possible de vous, puis vous essayez de payer le moins possible, évidemment. Mais comme moi, à Hamilton, j'ai de l'aide financière. Je n'ai pas de scholarship académique ou athlétique, mais j'ai un bon deal d'aide financière. Excellent, excellent. J'ai vu une petite entrevue que tu as faite dans le temps quand tu étais à ULIS, je pense, ta dernière année. Ton niveau d'anglais, comment que ça s'est amélioré dans les 4 ans que tu es parti? Ça fait 4 ans, 5 ans que tu es parti de chez vous. Ouais, c'est ma Comment que ça s'est amélioré? Ah, c'est changé du tout au tout, honnêtement. Quand je suis parti du lycée, j'avais mon secondaire 5 en anglais. J'étais quand même un bon étudiant, mais c'est complètement différent quand tu es dans un milieu anglophone, honnêtement. Quand je suis parti, je pouvais comprendre la plupart des choses que les gens me disaient, mais mon langage parlé était vraiment médiocre. Ça a pris beaucoup de travail, honnêtement. Une couple de mois rendu au prep school. Probablement jusqu'à Noël, là, j'en ai pas mal arraché avec l'anglais, honnêtement. Mais après ça, je vous dirais que ça allait quand même bien. Puis je me débrouillais, j'étais capable d'avoir des conversations qui faisaient du sens sans chercher mes mots. Puis maintenant, ça va super bien. Là. Je suis pas mal fluide, je dirais. Oui, félicitations. Écoute, je veux juste faire une petite parenthèse rapide connaissant ton père. Et puis, je ne sais pas, es-tu à l'écoute ton père présentement? Non, il n'est pas à l'écoute. Il est dans une salle complètement différente. J'aurais aimé qu'il soit à l'écoute parce que j'imagine que tu dois payer le total avec le salaire que fait ton père. Là. Tu ne dois pas avoir une grosse discussion là-dessus. Bon, parenthèse fermée. Bon, là, je ne sais pas si ça, c'était une insulte ou un compliment. Non, Non, je fais des blagues, mais
Il n'y a pas eu Non, de traduction. J'agace. ouais, mon père parle pas trop bien anglais, fait que c'est un peu difficile avec ça, mais non, ça va vraiment avec le salaire des parents. On n'ira pas dans les détails, là, mais OK. Lui, il pensait qu'il achetait un condo sur la plage. juste pour vous dire, là, je suis pas mal d'un pauvre à cette école-là, honnêtement. Écoute, c'était pas la question, Fred, c'était vraiment une blague. Beaucoup de nos joueurs rêvent de jouer dans la CCHL quand ils arrivent chez nous. Puis moi, le premier, je veux dire, je suis un grand croyant de cette ligue-là pour le placement des joueurs. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, des excellentes ligues qui peuvent placer des joueurs NCAA. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du calibre de jeu. Ce que ça prend pour jouer dans cette ligue-là. Est-ce que c'est une ligue qui est plus axée sur les skills ou bien non, c'est plus physique? J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes 2 dernières années dans la CCHL, comment tu les as vécues. Oui. Honnêtement, j'ai un petit peu de la misère à faire de la comparaison avec d'autres ligues parce que j'ai jamais joué dans une autre ligue, même le Junior 3, j'ai seulement vu quelques matchs. Mais c'est pas une ligue qui est axée autant sur l'offensive comme le Midget 3, pas le Midget 3, désolé, le Junior 3 où il y a 8-10 buts par game qui se font marquer, puis il y a des marqueurs de 200 points. Les meilleurs marqueurs de la ligue, ils ont 80 points, 90 points en 60 games. Je vous dirais que les gardiens sont vraiment excellents. La plupart des gardiens numéro 1 dans ces CHL, ils se décrochent des deals Division 1. Puis, donc, il n'y a pas tant de buts que ça qui sont marqués. C'est relativement physique, je dirais. Surtout, il y a des petites rivalités entre certaines villes. Là. Nous, Brockville, c'était avec Hawkesbury puis Carleton Place. Donc, ces matchs-là, c'était tout le temps un petit peu plus physique. Là. Mais je dirais que ça prend pour jouer dans CCHL. Ça prend une certaine vitesse, puis ça prend une certaine maturité physique. Parce que les joueurs, même s'ils sont plus jeunes que toi ou plus vieux, ça ne dérange pas. Ils sont matures, assez matures pour jouer dans cette ligue-là. La plupart des gens, c'est des hommes. Donc, il faut être prêt physiquement. Puis, ouais. Donc, si je rattachais un conseil à ce que tu viens de dire là, exemple, à nos Junior Varsity qui sont maintenant le U16, qu'on appelle maintenant Junior Varsity, et mon Varsity qui s'appelle le U18. Un conseil que tu pourrais leur donner, c'est de passer du temps dans le gym pour vraiment aller chercher une maturité physique pour rentrer le mieux préparé possible. Oui, exactement. Et aussi, quand je parle de maturité physique, je ne parle pas d'être 200 livres. Je parle d'être fort, je parle d'être fort avec ton poids à toi-même. Tu n'es pas obligé de squatter puis de bencher 300 livres. Qu'est-ce que je parle? C'est d'avoir un bon corps, d'être fort sur tes patins, avoir une bonne base, puis des choses comme ça. Oui, exactement. Pas besoin d'être un bodybuilder pour jouer. C'est vraiment une shape d'hockey qui est solide, là, pas quelque chose de mou. Là. À Brockville, ta 2e année, tu es devenu capitaine, Fred. Oui. C'est quelque chose, de un, tu es un francophone. 2, c'est juste ta deuxième année là. Explique-nous un peu comment que ça s'est passé, parce que c'est quand même, pour moi, je vois ça comme quelque chose de très important, puis arriver à ça, c'est quelque chose. Oui, personnellement, j'étais vraiment content. Un peu surpris d'apprendre la nouvelle, honnêtement, la première fois que le coach me l'a annoncé. Mais, en fait, ça faisait seulement 2 ans que j'étais là, mais j'étais un des joueurs les plus âgés dans l'équipe déjà en arrivant à 19 ans, puis 20 ans, c'est la dernière année que tu peux jouer junior. Donc, j'étais un des joueurs les plus âgés. Mais aussi, je crois que c'est pas tout le monde qui sont faits pour être des leaders. C'est pas quelque chose que tu essaies de devenir. C'est pas quelque chose. Ça se travaille, mais je crois que certaines personnes l'ont dans eux autres. Puis, c'est pas quelque chose que tu essaies d'accomplir, c'est plus quelque chose que tu es par tes habitudes à tous les jours, l'éthique de travail, ton attitude que tu amènes à tous les jours, ton comportement hors de la glace. Est-ce que tu dors bien, tu t'alimentes bien? Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Parce que honnêtement, dans le junior, tu as probablement à te comporter comme un pro parce que l'école est un peu mise à l'écart puis tu essaies plus de te concentrer sur le hockey. Donc, juste d'être toi-même, pour moi, c'était amener mon meilleur effort à tous les jours, de prendre soin de mon corps, puis de faire sûr que j'étais prêt à jouer à chaque game, à chaque pratique, puis à chaque drill qui était mis devant moi. Donc, ta discipline était vraiment, ça coche tout le temps, day in, day out, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Moi, je me couchais à 10 heures tous les soirs. J'étais debout pas plus tard que 9 heures. Je prenais 2 cours en ligne par session. Donc, ça me gardait un petit peu occupé, le cerveau un petit peu réveillé, si tu veux.
Puis, c'est ça, on avait des pratiques à tous les jours à 3 heures. Donc, j'arrivais là à 2 heures, je faisais un petit stretching, un petit warm-up, puis j'étais prêt à partir dès le premier drill sur la pratique. Là. Écoute, Fred, tu es notre 5e joueur qu'on a interview ici les mercredis soirs. Là, et puis, on a eu à date un attaquant, tu es notre attaquant qu'on a interviewé. On a eu 2 défenseurs, puis on a eu 2 gardiens de but. Puis, honnêtement, vous avez tous un dénominateur commun et c'est François Marcoux qui nous a fait remarquer. Les 3 patineurs, vous avez été capitaine de vos équipes respectives à un moment donné. Fait que ça, chez nous, à Ulysse, c'est une belle fierté qu'on a d'avoir eu la chance d'avoir ces jeunes-là, bien, vous autres, les anciens joueurs, qui aujourd'hui, vous êtes des leaders, vous avez été des leaders en étant capitaine de votre équipe. Et ça passe. Puis, tu sais, là-dedans, je te parle des 2 gardiens, on parle d'Étienne Marcoux ou donc Jérémy Forget, que je pense que si ça avait été des patineurs, ils auraient eu la chance d'être capitaine eux autres avec, là, ou en tout cas, ils auraient été hautement considérés. Ça fait que, totalement d'accord. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on est quasiment 5-5. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Puis tu as parlé de maturité, on a beaucoup parlé de hockey, mais moi, j'aimerais mettre l'emphase sur le côté académique que tu as toujours mis. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours flashé chez toi. Mais tu sais, tu as parlé, là, pour être un leader, là, c'est pas juste sur la glace, c'est partout, c'est dans le vestiaire, puis c'est à l'école aussi, sur les bancs d'école. J'aimerais que tu élabores un petit peu au niveau académique tout le sérieux que tu as mis là-dedans pour justement atteindre ton objectif de la NCAA. Oui. En fait, l'importance de l'école, ça a vraiment été inculqué en moi au plus jeune âge par mes parents. Et ils me forçaient toujours à mettre de l'effort. Puis ça n'a jamais été vraiment difficile pour moi de mettre l'effort parce que l'école, c'était quelque chose qui était important pour moi, que je m'investissais et que je donnais mon 110 % tout le temps. Tu sais, le hockey, je suis en amour avec le hockey encore aujourd'hui. Puis j'ai toujours voulu être un joueur professionnel, jouer dans la LNH et tout. Mais je sais qu'un jour, même si tu es un joueur de la LNH, ta carrière elle vient à une fin à un moment donné. Puis qu'est-ce qui va te permettre de continuer à travailler, à te garder occupé, à avoir un revenu, c'est l'école. Puis j'ai réalisé ça à un jeune âge grâce à mes parents. Puis j'ai toujours mis de l'effort là-dedans. Puis même aujourd'hui, j'essaie toujours d'avoir les meilleures notes. Je sais que si j'ai des meilleures notes, je travaille fort, je vais être plus prêt à aller sur le marché du travail après l'école, puis à me trouver un meilleur emploi à la fin. Mon souvenir, es-tu capable de mettre un âge à peu près où est-ce que tu as réalisé, parce que tu as dit, à un jeune âge, j'ai réalisé l'importance de l'école. Si tu dis à quel niveau, mettons, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, 4, 5? Je dirais vraiment fin secondaire 3, début secondaire 4, là, c'est là que tu réalises vraiment. Là. Mettons, en secondaire 5, là, je disais à ma soeur, ma petite soeur, elle a 7 ans de moins que moi, là, je disais, travaille fort à l'école, c'est important, puis des choses comme ça. Puis ben aussi, parce que quand en secondaire 4-5, tu commences à regarder, personnellement, moi, je regardais un peu les cégeps, parce que je ne savais pas si ça allait marcher, prep school, ces affaires-là. Donc, les notes, ça compte si tu veux rentrer dans un bon cégep, dans le programme que tu veux. Puis moi, je voulais aller en secondaire 4, je voulais aller en maths fort, je voulais aller en sciences pour aller en chimie physique secondaire 5. Donc, il fallait un certain standard académique pour ça. Donc, ouais, secondaire 3, je dirais que c'est là que j'ai vraiment clutché dans ma tête que c'était vraiment important à l'école. Good. Wow. Là, on va concentrer un peu sur ton expérience à Hamilton College. Je sais que beaucoup des jeunes chez nous sont vraiment fascinés par que ce soit une école Division 1 ou Division 3. Parle-nous un peu du make-up de l'équipe. Je sais qu'il y a plusieurs Canadiens. Il y a quelques joueurs ici. Moi, je suis dans le West Island. Je sais qu'il y en a 2 qui viennent ici, un à Beaconsfield, l'autre qui est ici à Kirkland, à côté de chez nous. Fait que je les vois l'été. Parle-nous du make-up, le flair international, comment que ça se va. Comment que le make-up de l'équipe est fait? Ben oui. Notre équipe est considérée seulement de Canadiens et d'Américains. Malheureusement, on n'a pas d'Européens. On a un seul joueur qui est d'origine russe, mais qui vit aux États-Unis, ça fait plusieurs années, donc je ne sais pas si ça compte vraiment. Mais ouais, c'est des Canadiens et des Américains. Je te dirais que c'est pas mal séparé en 2. Peut-être un petit peu plus d'Américains que de Canadiens, mais nos coachs, honnêtement, ils aiment beaucoup les Canadiens. Je ne sais pas pourquoi. On amène une bonne culture. On n'est pas une personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils aiment exactement chez nous.
Mais comme on vous avait dit, on a 3 joueurs du Québec, un de Beaconsfield, un de Kirkland, moi de Mascouche. Malheureusement, je suis le seul francophone. mais, mais aussi, on a plusieurs joueurs qui viennent de l'Ontario, plusieurs joueurs de Colombie-Britannique, de l'Alberta. Puis le reste, ça vient d'un peu partout aux États-Unis. On a certains joueurs de la Floride, du Texas, Massachusetts, New York, évidemment, New Jersey. Donc, je dirais que c'est pas mal de ça que l'équipe se compose. Une des choses qu'on voit beaucoup, puis on est bien impressionné, c'est les installations des collèges américains, que ce soit Division 3 ou Division 1, l'historique d'un programme, les traditions lors des games, spécialement dans le NESCAC. Tu sais, il y a des rivalités qui datent de 50 ans, 60 ans. Peux-tu nous parler un peu de ça, le vestiaire moderne, votre aréna? Ah, ben oui. Les installations sont incroyables, je dirais. Au junior, c'est un peu un step du prep school, je dirais. Les vestiaires sont un peu plus beaux, equipment manager, toutes ces affaires-là. Mais au college, c'est vraiment un autre niveau. Les institutions ils ont plus d'argent que les équipes juniors habituellement. Donc, on a vraiment un beau vestiaire. Tout équipé, système de son, douche, tout le tape est fourni, toutes ces choses-là, il n'y a pas de stress avec ça. L'inconvénient, c'est que notre glace, ils ne la mettent pas direct quand on arrive. Notre glace, ils font la glace peut-être un mois et demi après qu'on soit arrivé en août. Donc, on ne peut pas patiner tout de suite en arrivant. Mais puis aussi, il y a certaines règles à respecter considérant la NCAA. On ne peut pas pratiquer avec les coachs. On ne rentrera pas dans les détails, mais il y a certaines règles qu'il faut respecter par rapport à ça. Puis sinon, quand la glace est faite, on peut y aller quand on veut. Il n'y a pas de restriction avec ça. On faut juste parler au gars de l'aréna, puis il fait la glace en la pratique après qu'on l'a utilisée. Les coachs sont tout le temps disponibles. Les coachs, c'est seulement les coachs de Hamilton College. Ils ne font pas d'autre chose. Ce n'est pas des professeurs le jour puis des coachs le soir. Donc, eux, ils sont tout le temps disponibles pour nous. Qu'il y ait quoi que ce soit. C'est un peu nos pères là, quand on est là-bas. Qu'il y a n'importe quoi, on les appelle. Mon char est brisé, ils vont aller me mener au garage, n'importe quoi. Donc, même si ce n'est pas des installations, le sport des gens là-bas est vraiment incroyable. Écoute, tu nous as beaucoup parlé à l'aréna, la vie, comment ça se passait, tout ça, mais en général, sur le campus, avec les étudiants, tout ça, on parle d'un collège de combien d'étudiants là-bas? J'aimerais ça que tu nous élabores un petit peu ta vie sur le campus. Tu vis-tu dans un dorm, vis-tu en appartement? Tout ce qui est hors de l'aréna, comment ça se passe pour toi, ton quotidien? Ben oui. Nous, à l'école, on est environ entre 18 et 1900 élèves, 1800-1900 élèves. Pas mal 50-50 gars-filles. On a des étudiants de plus de, je pense, 40 pays différents, donc une grande diversité. À l'école, tout le monde habite sur le campus, dans des dortoirs. Il y en a qui c'est des doubles, donc 2 personnes. Il y en a des singles, donc 1 personne. Il y a des quads qui appellent, c'est 4 personnes. Il y en a qui sont plus des styles appartements, que eux, c'est habituellement réservé pour les élèves plus vieux, les juniors puis les seniors. Les freshmen, tous les freshmen sont soit en doubles ou en quad, soit en chambre double ou en quadruple. Puis, ils te font passer un petit survey pour tes habitudes de vie. Tu te lèves de bonne heure, tu te lèves tard, tu te couches de bonne heure, tu te couches tard, es-tu quelqu'un de propre? Pour te matcher avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui matche tes habitudes de vie pour ne pas te ramasser avec quelqu'un qui est vraiment différent de toi et que ça ne marche pas. Oui. Il y en a-tu qui ont répondu « Non, je ne suis pas propre ». J'en sais rien. Moi, j'ai répondu que j'étais très, très propre. Puis mon roommate, il était très, très propre. Donc, j'ai pas eu de problème de ce côté-là, mais j'ai quelques coéquipiers que leur roommate, c'était moins le fun un peu. Fait que toi, tu te trouves aller dans une chambre de combien? T'es-tu un quad? T'es-tu un... Moi, cette année, j'étais dans une double, donc 2, avec un joueur de football qui venait du New Jersey. Pas des joueurs de hockey ensemble nécessairement. Non, exactement. Il essaie vraiment de diversifier la chose. La diversité, c'est vraiment un gros thème à l'école. Donc, il essaie vraiment de diversifier. Ils vont mettre habituellement les athlètes ensemble, mais les athlètes de différents sports. Okay. Donc, ça va te permettre d'ouvrir les horizons, d'autres groupes d'amis, connaître plus de gens.
Puis, ouais, étant donné qu'à Hamilton, c'est relativement une petite école, tu dis bonjour à tout le monde quand tu marches entre les buildings. Ben, pas à tout le monde, mais ceux-là que tu connais, évidemment. Puis, Vous, une certaine prestance sur le campus, les joueurs de hockey, êtes-vous reconnus, êtes-vous identifiés, les hockey players, puis y a-tu ben, un peu comme la ici? plupart du monde nous connaissent parce que l'équipe de hockey, c'est quand même gros à Hamilton. Mais aussi, on est connus pour être pas mal les plus vieux de l'école parce que habituellement, tu rentres à l'université à 17, 18 ans là-bas. Mais étant donné que la plupart des joueurs jouent junior avant d'aller à l'universitaire, ben, on rentre à 20, 21 ans. Donc, les gens blaguent beaucoup à propos de ça. Good. On l'a dit plusieurs fois, tu as été nommé recrue de l'année. Est-ce que, de un, c'était quelque chose que tu attendais, que tu as vu, que tu as prévu? Et d'un autre sens, d'après toi, qu'est-ce que ça a pris pour avoir ce prestigieux honneur cette année? Oh, ouais, je pense pas que c'est quelque chose que j'attendais, honnêtement. C'est pas quelque chose que j'essayais d'atteindre. Personnellement, moi, je crois que j'avais juste pas changé mon mindset du junior ou de n'importe quelle année de hockey que j'ai joué avant. Chaque pratique, chaque game, j'arrivais prêt. Je mangeais bien, je dormais bien la veille des matchs. Chaque pratique, j'arrive avec le sourire, je suis prêt à travailler. Je suis content de voir mes teammates. Puis, surtout dans une courte saison comme universitaire, tu essaies de jouer le mieux possible à chaque match puis de donner ton 110%. C'est sûr que je suis content de l'avoir, mais le succès de l'équipe, c'est ce qui importe le plus à la fin de la journée. Malheureusement, on n'a pas été champion de la Ligue, donc c'est un peu ça que je retiens de cette saison, plus qu'avoir reçu la recrue de l'année. Écoute, je t'amène à cet été parce que, bon, c'est certain qu'on vit un été un peu spécial avec la pandémie. Mais disons, on va parler des choses dans la normalité des choses. Ta préparation, ça se passe comment l'été? Puis, tant au niveau physique, au niveau mental, est-ce que as-tu des cours d'été ou tu fais-tu beaucoup de lectures pour garder le cerveau assez allumé, assez sharp, tant physiquement que mentalement? Là, je sais que tu travailles avec ton père, là, mais j'aimerais que tu nous parles d'un été. Ça ressemble à quoi pour Fred Allaire pour avoir la meilleure préparation possible pour la prochaine saison? Oui, en fait, habituellement, je travaille pendant le jour, donc environ à 5 heures habituellement, j'ai terminé. Je reviens chez moi, je me fais un training. J'ai pas d'entraîneur. Je me suis tout le temps entraîné par moi-même dans un gym local. Je me fais des trainings qui, pour moi, fonctionnent. Avec les années, j'ai pu découvrir puis construire mes workouts qui, selon moi, me permettent d'être le meilleur athlète le plus en forme possible en arrivant à la saison. Il y a plusieurs années, je me suis fait conseiller au niveau alimentaire, donc puis ça fonctionne pour moi, encore une fois. Donc, j'essaie de suivre ce programme-là pendant l'été. Avec le travail, je fais mon boîte à lunch en conséquence. Je ne mange pas n'importe quoi pendant la journée, puis le soir, je mange comme il faut, puis je dis que je suis un athlète. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut de la constance à tous les jours, pas à tous les repas. Puis, c'est ça, je crois qu'à la date, je pense que ça marche bien. Je n'ai pas vraiment expérimenté avec un entraîneur, mais je ne crois pas vraiment que ça pourrait m'amener à un autre niveau. Je crois que ma motivation personnelle me permet de me dépasser à chaque été. Écoute, je t'écoute, Fred, puis il y a une chose qui me frappe dans toutes tes réponses, puis je pense que c'est probablement la clé de ton succès. En écoutant tes réponses, et je réalise jusqu'à quel point que tu es un joueur de hockey 24 heures sur 24. Comme tu viens de me dire là, que tu pars avec ta boîte à lunch le matin en fonction de ton alimentation, mais toujours en ayant dans le background, je suis un joueur de hockey, il faut que je me nourrisse bien pour maximiser ma journée. J'ai vraiment, là, pour moi, là, quelque chose qui me pop-up dans tes réponses. Puis quand tu parles de bien manger, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu sur quoi tu vas mettre l'emphase dans ta nutrition cet été, là, au niveau, là, on parle-tu de fruits, on parle-tu de noix? C'est quoi pour toi là, que c'est un must là, dans ton alimentation? Moi, je dirais que c'est définitivement beaucoup de fruits. Ben, probablement, j'aime les fruits. Puis, j'essaie de rester loin des sucres, évidemment. Tu sais, le chocolat, les cochonneries, toutes ces affaires-là, ça, c'est évident. Mais je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Puis, j'essaie d'avoir un bon ballon, par exemple. Je mange pas mal de tout.
Dans ma boîte à lunch, il y a de la viande, il y a des carbs qu'on appelle comme le riz, les pâtes à tous les jours. Pas en excès. Je mange tout le temps 3 portions de fruits au moins dans mon lunch pendant la journée, 2 portions de légumes, puis des produits laitiers pour ajouter de la protéine par-ci par-là, puis évidemment beaucoup d'eau. Là. J'essaie de boire le plus possible. Ça, je vous dirais que je suis un peu mauvais à boire de l'eau. Il faut que je m'améliore, mais j'essaie d'y penser. Là. Je t'ai posé cette question-là, la dernière question, parce que c'était peut-être plus une base personnelle. Écoute, je voulais savoir ce que tu mangeais parce que je trouve que tu vas avoir 22 ans bientôt, tu as l'air d'un jeune de 16 ans. Probablement, je vais essayer de manger la même chose que toi pour essayer de rajeunir. Écoute, c'est fou Aïe, comment aïe, est-ce aïe. que. Déjà là, ça ne fonctionne pas, mon Fred, parce qu'avec les petites gâteries sucrées là, que le chat se promène dans ses poches, déjà là, ça ne fonctionne pas. Fait que, Ah, ben moi, mon secret, là, c'est des concombres, c'est les joues le soir. Ouais, ça l'aide, ça. Ben, moi, je les mets ses yeux, là, mais bon, en tout cas, je travaille là-dessus. Écoute, Tout on a touché beaucoup de choses, Fred. Excuse, Roberto. Puis, j'aimerais que tu nous parles, parce que pour avoir eu la chance de te côtoyer, de te coacher, puis quand je parle de côtoyer, vraiment côtoyer, parce que même quand tu étais en secondaire 1, je veux dire, j'étais là, puis j'ai fait des pratiques avec toi. Fait que ça fait longtemps que je t'ai regardé à distance, puis après ça, je t'ai eu en permanence dans mon équipe. Euh, j'ai toujours vu un gars avec une éthique de travail extraordinaire. Puis je veux que tu nous parles de l'attitude, l'éthique de travail, tout ce qui est hors athlétique, qui rentre dans l'attitude au niveau en haut des épaules, ce que ça prend, puis toi, ce que tu avais pour justement te permettre d'atteindre le prochain niveau. Par rapport au non athlétique, tu veux dire ma préparation mentale? Ton Ou... attitude, ton éthique de travail, l'importance que ça a dans le développement et dans le cheminement d'un joueur de hockey. Là. Je pense que tu es capable de témoigner là-dessus parce que tu es l'exemple parfait là-dessus. Ouais, ben, moi, honnêtement, quand j'étais plus jeune, surtout, j'étais tout le temps dans le rang en train de jouer au hockey. C'était vraiment l'amour du hockey qui voulait me faire dépasser. Tu sais, mes parents m'ont jamais forcé à manger des légumes puis de la viande, puis tout le temps avoir une bonne nutrition, puis à m'entraîner à tous les jours pour être le meilleur joueur que je peux. Je crois que pour mon amour du hockey, ce qui me permettait d'être un bon joueur rendu à la saison, c'était ma préparation. Puis c'était vraiment l'amour du hockey qui me poussait à tous les jours à continuer, à amener mon meilleur effort à chaque entraînement, à chaque pratique, maximiser le temps de glace que j'ai l'été parce qu'on sait que des fois, c'est limité. Puis, ouais, c'était vraiment ça ma motivation. À chaque année, je voulais arriver à l'aréna et être le meilleur sur la patinoire. C'est tellement vrai. Là. Je suis là pour témoigner là-dessus. Je pense qu'il y a un mot qui peut te définir dans tout, Fred, c'est la discipline. Je vois à travers tes réponses la discipline pour bien te nourrir, travailler fort, attitude. Tout ça, là, c'est une discipline que ça prend. Là-dessus, je te félicite parce que c'est constant, on le voit dans tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des grandes raisons pourquoi où tu es rendu aujourd'hui. En parlant d'éthique de travail, j'ai lu un article en faisant des recherches que tu attribues ton éthique de travail à ton père. Peux-tu te parler de l'influence et comment, qu'est-ce qu'il a fait pour te marquer sur ce sujet-là? Oui, mon père, il n'a pas fait quelque chose de particulier pour me marquer. Il n'a pas fait une action une journée. Mon père, il a une enfance plutôt difficile. Il n'y avait pas de père. Il y avait une famille à faible revenu. Il n'a pas gradué du secondaire 5. Il fallait qu'il aille sur le marché du travail, des choses comme ça. Puis, la chose qui a permis de s'en sortir, c'est vraiment son éthique de travail, de tous les jours d'en vouloir plus. Une chose qui le motive vraiment, c'est que lui, quand il était jeune, il avait des difficultés financières, puis il ne voulait pas que sa famille, à lui, quand il allait être plus vieux, ses enfants, souffrent de ça. Donc, à tous les jours, il amène son meilleur effort. Il travaille fort tous les jours parce qu'il y a une motivation. Sa famille, c'est quelque chose de très important pour lui. Évidemment, il m'a inculqué ça. C'est quelque chose de très important pour moi aussi. Mais juste voir mon père à tous les jours se lever le matin, aller travailler pour le bonheur de sa famille, puis qu'on peut savoir de quoi manger 3 fois par jour. Puis évidemment, aujourd'hui, être capable de me supporter économiquement pour payer mon université, c'est quelque chose que je vais toujours être redevable. Puis, c'est vraiment ces actions à tous les jours, de le voir tous les jours travailler fort comme ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Wow.
Très profond, très, très, très mature aussi, Fred. Merci de partager ça avec nous. Là, on va passer plus loin, comme d'habitude. Ceux qui veulent poser des questions à Frédéric, vous m'avez juste à faire un signal dans le chat au bas de l'écran. Là, on va passer à notre section questions à rafale. Ceux, comme on dit tout le temps, je pense que c'est ce segment-là qui va nous amener dans les big leagues, à moi et à Denis. C'est du rapid fire, fait que t'es caller, Denis est à droite, moi je suis à gauche, puis bang, 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 on y va. Fait que des questions courtes, des réponses courtes. Donc, je vais partir avec ça, Dan, t'es correct? Ouais? Yes, commence avec ça, Rod. Go. Shoot Favorite, first. ton pre-game meal favori? Poulet, riz, brocoli. Ta routine game day, ton préparatif? Juste avant la game ou toute la journée? Toute la journée, let's go! Toute la journée, ben, au college, je me lève le matin, je vais à l'école, je reviens dans ma chambre, je prends un petit nap, pre-game meal à 3 heures. Je me garde une collation, une pomme, une bartende pour à 5 heures. Puis mon Gatorade orange, ça, c'est important. Une gorgée avant la première période, 2 avant la deuxième, puis 3 avant la troisième. Un role model que tu aurais dans la vie? Mon père, définitivement, pour les raisons que je viens juste d'expliquer. Good for you. As-tu déclaré ton major encore, à date ou pas encore? Je n'ai pas encore déclaré, mais je sais que je vais être un math major, econ puis français minor. Désolé. Félicitations. Dan, je te passe la POC, go! Écoute, passe-temps préféré? Golf, après le hockey, évidemment. Oui, non, c'est ça, mais autre que le hockey, golf. Ouais, excellent. golf, ouais. Passe-temps que tu as le plus marqué dans le hockey? Coach Kawa. Oh! Oui, j'aime bien. Quelqu'un Pour quelle qui m'a raison, marqué. rapidement? Juste la personne qu'il est, c'est définitivement un character qu'on dit en anglais. Là. Oui. C'est quelqu'un qui m'a marqué pour les bonnes raisons. Oui, il y a des bonnes valeurs, puis ça. Ouais. Ouais. Écoute, si tu ne jouais pas au hockey, tu aurais fait quoi? Comme sport ou dans la vie? Dans la vie. Dans la vie. Ben, probablement vers quoi je me dirige en ce moment-là, les mathématiques. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça va me diriger, mais ouais. Ton numéro préféré? 7. Numéro 7. OK. Ouais. Dans ta ligue, où est-ce que tu aimes le mieux jouer sur la route? Sur la route? Ouais, ton meilleur building on the road. Nulle part. Bowdoin College. Bowdoin College? Bowdoin, ouais. OK. Et pourquoi? Vraiment belle chambre. J'aime pas leur équipe, donc j'adore les battre. J'ai un de mes amis qui joue là, donc à toutes les fois, je veux le battre à tout prix. Vraiment belle arena, souvent des fans, donc ouais. Regarde. Non, bad luck. Et voilà. Écoute, dans 10 ans, célibataire ou bien non en couple avec des enfants? En couple avec des enfants. Tu te vois avec des enfants en couple dans 10 ans? Oui. Okay. Après ton collège, une fois que tu vas être terminé, gradué, tu continues au hockey, tu aimerais aller où? En Europe. Un pays en particulier? Peut-être la Suisse. Nice. Peut-être, ouais. OK. Écoute, en ce qui nous concerne, ça fait le tour de nos questions en rafale. Ah non, il manque une. À part Denis Champoux. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Ton meilleur coach, à part Denis. Je dirais Jesse Winchester, junior, à Brockville. Et maintenant avec l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Donc, il a un peu prouvé son knowledge du hockey. Bon background hockey. Ouais. Excellent. Ça fait le tour des questions en rafale. Puis, pour moi, en ce qui me concerne là-dessus, Fred, j'aimerais ça que tu répondes à ma prochaine question. Ton plus beau souvenir à Ulysse. On fait un recap de tes années à Ulysse. Y a-t-il quelque chose qui t'aurait marqué puis qui ressort un petit peu du lot? Je crois que ce que tu as mentionné au début du Zoom meeting, faire les M19, c'était vraiment quelque chose d'émouvant pour moi parce que c'était un objectif que je m'étais lancé et que je l'ai atteint cette journée-là. Mais je crois que un des plus beaux moments, c'était ma saison de 19, justement. Je m'étais fracturé le bras. Puis,
il m'avait dit il restait environ 2 mois. C'était ça, un mois à saison, je crois, un peu plus qu'un mois à saison. Puis il m'avait dit qu'il ne savait pas trop s'il allait pouvoir revenir et tout. Puis à chaque jour, avec mon plot, je venais à la pratique. Je faisais du bike sur le bord, puis je faisais les trainings après le lundi, mercredi avec Annick. Oui. Puis je voulais vraiment revenir au jeu avant la fin de la saison. Puis j'ai été capable de guérir à temps, puis de jouer les 2 dernières parties de la saison. Donc ça, c'était vraiment un beau moment pour moi. C'est l'accomplissement pour toi, ça. Ouais. Écoute, puis en terminant, je pense qu'on va passer après ça aux questions. Roberto, tu voulais-tu faire les questions là ou je garde la dernière question pour la fin? Ou, OK, on va y aller tout de suite avec les questions. je reviendrai après ça pour la dernière question là, pour boucler la boucle. Donc, ceux qui veulent, vous n'avez pas, comme dans le passé, vous n'avez pas à taper le message dans le chat. Là, je vais le poser pour vous, mais vous pouvez lever la main, puis je vais vous laisser la parole. Une question ici. Frédéric, combien de matchs jouez-vous dans une saison régulière? Au college? Oui. Cette année, on a joué 24 parties de saison régulière. Donc, ouais, c'est une saison assez courte. Vos voyages. Quand? Pardon? Elle commence quand ta saison? Elle se termine quand? Cette année, on a commencé à l'entour mi-novembre, plus ou moins. Puis, ça s'est terminé début mars, fin avril, avril? Non. Février, fin février, début mars. Ouais. Les voyages se font à l'intérieur de quelle distance? Je crois que notre plus long voyage, c'était 8 heures. Entre 6 et 8 heures, je crois, notre plus long voyage. Dans le Maine? Ouais, dans le Maine, exactement. Je crois justement que c'était à Bowdoin College. Ouais, je crois que c'est là notre plus long voyage. Écoute, attends, je vais aller voir. Une question rapidement. C'est situé où, Hamilton College? Dans quel état? C'est dans l'État de New York, plus précisément dans la ville de Clinton. C'est une petite ville qui est située près de Syracuse, à environ 45 minutes de l'aéroport. Ah, cool. Scott, il y a une question. Go ahead. Salut Fred. C'est quoi un semestre régulier à Hamilton? Un semestre? Régulière? Oui. Un semestre, ça commence... une semaine? Oui. Excusez-moi. Une semaine. En fait, ça dépend de ton horaire académique. En fait, c'est plus malléable que, mettons, au secondaire. Au secondaire, tu commences à 7h45 puis tu finis à 2h20 à l'Odyssée. Puis, à l'université, c'est vraiment différent. Tu peux avoir, dépendant de ton horaire, comme moi, au dernier semestre. Mon premier semestre, en fait, j'avais de l'école de 9h à midi à tous les jours. Donc, à midi, j'ai fini. Évidemment, la charge de travail est différente qu'au secondaire, donc tu es pas mal occupé le reste de la journée quand même. Donc, je me levais le matin, je déjeunais à la cafétéria de l'école. Je vais à mes cours entre 9h et midi, je finis. Après ça, je retourne dans ma chambre, relax, 15-20 minutes. Je commence mes travaux jusqu'à la pratique à 4 heures exactement, ouais. Puis après ça, après la pratique finie, on a des pratiques de 2 heures, donc 4 heures à 6 heures. Des workouts 2 fois par semaine après la pratique, le lundi, mercredi, évidemment. Donc après ça, on va souper, tu finis les travaux scolaires, puis ça ressemble pas mal à ça à tous les jours. OK, merci. Roberto. Dan, vas-y, voici qui est Denis Aspiro. Attends, je l'ai perdu. Donne-moi 2 secondes, je vais le trouver. Aspi, es-tu là? Attends, on l'entend pas. Attends-moi 2 secondes. Touche pas. Ah, vas-y, t'es bon. C'est bon? Salut, Oui. mon frère. Salut, Dennis. Yes, sir. Félicitations. Ton cheminement, tout. Puis merci d'avoir écrit quand je t'avais déjà parlé pour Ulysse. Tout ça, c'est incroyable. Les 5 belles années que tu nous as données. Une petite question là-bas à Hamilton College. Je sais que tu joues au hockey. Les autres sports qu'il y a là-bas que tu peux faire aussi, à part que le hockey, quand ta saison est terminée, pouvez-vous le faire là-bas? C'est quelque chose qu'on peut faire, mais habituellement, les sports sont assez compétitifs. C'est comme le hockey, les gens se font plus recruter. Pour la plupart des sports, il y a des clubs, donc plus récréatifs.
Pour la saison de hockey, évidemment, on se prépare déjà dans le gym avec notre entraîneur physique là-bas. Tout en équipe, on a des workouts, je crois, 3 fois par semaine dans le gym, puis 2 fois par semaine, c'est des workouts de course. Mais si on était assez bon, on pourrait compétitionner dans d'autres sports. Il y a une panoplie de sports dans le printemps. Au printemps, je crois qu'il y a la crosse, il y a le golf, il y a le tennis, il y a tous ces sports-là, le volleyball. Je ne les connais pas tous sur le bout de mes doigts, mais ouais, tu peux pratiquer tous ces sports-là récréativement ou de façon compétitive si tu es assez bon. C'est là que tu t'améliores au gars, puis tu arrives ici, tu te dis ta saison va bien. Je comprends, là! Right. En fait, pour être honnête, j'avais même pas amené mes bâtons. Good. Félicitations, Fred. Merci, Denis. Le chat, go Dan, je vais te laisser la dernière question. Je sais qu'on approche 8 heures, fait qu'on ne va pas regarder le monde plus long que passer 8 heures. On aura le mot de la fin pour François. Écoute, Fred, si tu avais un conseil à donner à nos jeunes Ulysse, ça serait quoi? Si j'avais le résumé en un mot, je dirais la constance. La constance dans croire en toi, dans tes rêves, dans qu'est-ce que tu veux et tu peux accomplir, dans ta préparation, dans ta discipline. Comme j'ai parlé beaucoup dans le meeting, préparation, bien dormir, bien manger, bien se préparer dans le gym, ces affaires-là. Puis, tous les jours, amener le meilleur effort qu'on est capable, l'éthique de travail. Éthique de travail, éthique de travail. C'est le mot d'ordre dans mon vocabulaire. Je pense que tu écrit en caractère gras dans ton dictionnaire, éthique de travail. Puis, écoute, à mon tour, moi aussi, là, de te remercier de ton temps, Fred. Écoute, je t'ai côtoyé, j'ai connu un jeune, puis qu'aujourd'hui, il est rendu à bientôt 22 ans, puis qu'à mes yeux, à moi, tu n'as pas changé. Tu es le même Fred Allaire. Même si tu as atteint la NCA, qui est un bel objectif, qui est quelque chose dans une vie, je tiens à te féliciter là-dessus. Tout le mérite te revient. Puis c'est à tous les jours ce que tu as emmené avec tes bottes de travail, ta boîte à lunch, à tous les jours qui a fait que tu as atteint cet objectif-là. Fait que bravo, félicitations. Puis pour moi, là, je te remercie de m'avoir rendu un meilleur coach, de t'avoir côtoyé a fait de moi un meilleur coach. C'est ce genre d'individu-là qui nous fait grandir en tant qu'entraîneur. Tu en fais partie de la longue liste que j'ai eu la chance de coacher à Ulysse pendant mes années. Mais pour moi, d'avoir eu Fred Allaire, ça a été du bonbon et ça a été un pur bonheur. Et c'est une belle chance dans une vie d'avoir un joueur de ta couleur et de ta trempe sous mes ordres. Donc, merci Fred pour tout. Ça a été des belles années qu'on a passées ensemble. Puis, bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Pour vrai, le programme Ulysse, ça a été une grande partie de ma jeunesse, de mon adolescence. Ça m'a rendu un meilleur joueur de hockey, mais surtout une meilleure personne. C'est vraiment quelque chose que le programme Ulysse, ça inculque dans ses joueurs. Puis, je serai toujours redevable au programme Ulysse. Je vais toujours être prêt à vous aider. Puis, si un jour je fais assez d'argent, c'est sûr que je vais redonner au programme Ulysse. Là-dessus, regarde, on l'attend le chèque. Mais, Fred, tu fais-tu ton ménage dans les chambres d'hôtel sans route ou t'as arrêté ça? On n'a pas de concours là-dessus. Nous, on n'a pas de concours là-dessus. OK, ça l'a arrêté. Il n'y a pas de négociation. C'est les rookies qui ramassent le boss. J'adore. C'est bon. Fred, le monde du hockey, il est très petit, tu le sais, tout le monde le sait. Puis j'en parle avec des joueurs que j'entraîne, qui s'entraînent avec moi l'été. Et d'ailleurs, il y a un de tes anciens coéquipiers qui est un de mes je suis un mentor pour lui, puis il s'entraîne avec moi, il passe beaucoup de temps chez nous. Puis quand on a ces Zooms-là, je le partage avec mes joueurs. Et il y a eu des très beaux mots à dire à ta part, puis il m'a dit de te saluer, il n'était pas capable de se joindre. Angelo Tsalafos. Ah oui, oui. Ange, il est venu ici aujourd'hui, puis il y avait des très bonnes choses à dire à ta part. Fait que quand tes coéquipiers ont des belles choses à dire sur toi, you know you're doing the right thing. Fait que là-dessus, là, moi, je te félicite, puis je te souhaite toutes les meilleures, puis on se connaît pas, mais n'importe quoi que tu as besoin, comme François le dit, tu es en famille ici, donc n'hésite pas to reach out anytime. Fait que je vais laisser la fin à François. Écoute, Fred,
quoi dire de plus que ce que tu as dit, dans le fond, pendant 1 heure? C'est vraiment le Fred Allaire qu'on connaît. Si, je ne sais pas si la vie me permettait de jouer avec l'espace-temps et que ceux qui sont passés comme alumni, là, UA, à date, ben, je lèverais la main pour tous les adopter comme mes propres fils. Fait que, merci, mon homme. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. Là. Pour Amulus, il y a une place spéciale dans mon cœur pour moi. Alors, je suis pas mon frère, tiens au courant. Parfait. Hey, merci beaucoup de m'avoir eu. Je suis très content d'avoir pu partager mon parcours. Puis, s'il y en a qui ont des questions qui étaient trop gênés pour le dire là, vous pouvez, je sais pas, me contacter de n'importe quelle façon. Je suis sur les réseaux sociaux. Puis, je vais toujours être prêt à aider le programme Ulysses s'il y a d'autres événements de la sorte. C'est gentil, Fred. Merci encore. Hein? Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Restez safe. Bon été. Merci, Fred.